Avions cloués au sol, cimetières de paquebots, autocars de tourisme arrêtés depuis des mois, services ferroviaires qui tournent vraiment au ralenti. Les impacts de la fermeture des frontières et les confinements successifs ont des conséquences colossales, on l'a dit, pour les entreprises de transport. Selon Thierry Mallet, le président de Transdev et président de l'UTP, le secteur des transports aurait déjà perdu 4 milliards d'euros en 2020, en France, je précise, en raison du Covid, et ce deuxième confinement pourrait creuser les pertes à 5 milliards. Cette pandémie qui bouleverse notre quotidien et notre économie, que l'on pensait temporaire, résiste. Elle s'installe durablement dans nos vies, dans notre quotidien, impliquant de nouvelles habitudes. Avant la pandémie, plus de 60% des Français utilisaient les transports publics. Qu'en est-il aujourd'hui ? Serons-nous déconfinés le 15 décembre ou bien faut-il se préparer à un troisième confinement ? Nous aurons probablement la réponse ce soir. Assistera-t-on à une crise de confiance des voyageurs vis-à-vis des transports collectifs ? Je vous propose de prendre un petit peu de recul sur les événements de 2020 en démarrant une première table ronde intitulée « Génération Covid, accélérateur des nouvelles mobilités ». On le sait, désormais, la crise s'avère être un accélérateur, un catalyseur de nouveaux comportements. Le télétravail va-t-il engendrer de nouvelles habitudes pérennes ? À quoi faut-il s'attendre à l'avenir ? Va-t-on assister à une défiance des citoyens envers les transports collectifs avec pour corollaire un retour du tout-voiture par crainte des contaminations ? Ça, c'est une probabilité. Va-t-on également assister à la montée en puissance des mobilités actives, trottinettes et vélos et électriques, pourquoi pas ? C'est ce que nous allons voir ce matin avec des experts de la mobilité. Dominique Fèvre avec nous ce matin, directrice de la communication de l'Union des transports publics et ferroviaires. Vincent Tinet, chef du pôle mobilité à l'AGAM, l'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise. Grégory Vandeville, directeur des transports scolaires et interurbains de la région Sud. Marine Milot, directrice adjointe du département mobilité au CEREMA Méditerranée. Le CEREMA est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement et la mobilité et l'aménagement. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions à l'écrit à nos intervenants et pensez bien à noter la structure à laquelle vous appartenez et nous relayerons vos questions à l'issue des échanges. Dominique Fèvre est avec nous. Vous m'entendez ? Parfaitement. Parfait. Chaque année, l'UTP commande à l'IFOP un sondage sur les habitudes de déplacement des Français. En 2020, vous avez axé le sondage sur les impacts de la crise sanitaire sur les voyageurs, modification des usages et des comportements. Alors, Dominique, quels sont les enseignements de cette enquête ? Alors, les enseignements. Alors, avant de vous parler des enseignements, juste 2 phrases sur l'UTP. Donc, nous représentons le transport urbain et le transport ferroviaire. Donc, nous avons 200 adhérents à peu près. Donc, toute la filière ferroviaire, c'est-à-dire fret et voyageurs et gestionnaire d'infrastructures. Concernant l'urbain, nous avons plus de 200 adhérents et au global, on représente à peu près 99% de l'activité en France. Voilà, cela étant dit, donc effectivement, tous les ans, depuis 2014, l'UTP fait un observatoire de la mobilité. Il y a deux blocs de questions en général. Un bloc de questions récurrentes qui permet de voir les habitudes de transport des Français et leur évolution dans le temps. Et un second bloc de questions qui est plus lié à une thématique d'actualité. Ça peut être les grèves, ça peut être l'environnement, ça peut être le service minimum, etc. Donc évidemment, en 2020, nous avons focusé sur la crise sanitaire. Donc c'est l'IFOP qui mène un sondage pour notre compte sur la base d'un questionnaire que nous avons établi ensemble. Auprès de combien d'entreprises ? Alors, ce n'est pas des entreprises, c'est des Français, d'accord ? Non, le français, pardon. Pardon, c'est pas grave. Donc, elle est menée auprès de 1500 Français, dont 1000 habitués du transport public, des gens qui utilisent régulièrement les transports publics urbains et ferroviaires. Donc, nous avons fait ce sondage cette année et nous avons eu des résultats. Ce sondage a été réalisé en fait en début septembre, au moment de la rentrée scolaire, c'est-à-dire bien avant le deuxième confinement. Alors, quelques résultats. Donc, d'abord, quels étaient les modes de transport que les Français utilisaient avant le premier confinement ?
Donc, les transports publics urbains et ferroviaires, il y avait donc 61% des Français qui utilisaient les transports publics urbains et ferroviaires. Évidemment, en Île-de-France, ce taux passe à 77% parce que le territoire est quand même fortement maillé. Parmi les raisons pour lesquelles les Français qui utilisent et qui aiment utiliser le transport public, si je puis dire, la première raison d'utilisation, c'est la praticité. Et ça, c'est un item qui est récurrent tous les ans, la praticité. Pour eux, c'est plus simple de prendre le transport public que de prendre la voiture. Après, on leur a posé la question sur leurs habitudes de déplacement pendant le premier confinement pour essayer de voir un petit peu, parmi les utilisateurs de transport public, lesquels avaient été obligés de se déplacer, avaient été obligés notamment d'aller travailler. Et on voit qu'on est assez raccord avec les chiffres globaux, puisque 47% de nos utilisateurs ont été obligés de se déplacer pendant le confinement. Et pendant ce confinement, 66% ont utilisé leurs propres moyens de transport. Évidemment, c'est lié au fait que des gens ont dû se rendre sur leur lieu de travail. Et il faut savoir qu'avant la crise sanitaire, les chiffres qu'on a recueillis, c'est que moins de 7% des actifs pratiquaient le télétravail. Et pendant la crise sanitaire, ils étaient environ 40%, sachant que le pourcentage varie de 10 à 60% selon les secteurs, bien évidemment. En septembre dernier, 80% des salariés étaient revenus en présentiel et 20% en télétravail. Alors, concernant les habitudes de déplacement pendant le premier confinement, on constate que sur les 66% de gens qui ont opté pour leur mode de transport individuel, 51%, c'est-à-dire plus de la moitié, ont utilisé leur voiture personnelle. Pour ceux qui ont utilisé les transports publics pendant le confinement, c'est-à-dire 44%, 32% ont utilisé le bus. Il faut savoir qu'en France, le bus est le moyen de transport globalement le plus utilisé, le moyen de transport urbain, parce qu'en fait, ce moyen de transport est développé partout. Il s'adapte à tous les territoires, ce qui n'est pas le cas des modes lourds comme le métro, le tramway par exemple. On a aussi fait un constat, mais ça n'étonnera personne parce qu'on l'a pas mal lu dans la presse, c'est que pendant le premier confinement, les modes personnels, dans les modes personnels, les modes actifs ont connu un vif succès. En effet, 50% des habitués du transport public se sont reportés vers la marche, le vélo et la trottinette. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, pour les transports urbains en tout cas, parce que ça permet de réaliser des trajets courts notamment et de désengorger les heures de pointe. Vous savez que nous avons vraiment beaucoup de monde aux heures de pointe dans les transports urbains. Donc, ça permet de les désengorger. Et on constate aussi qu'avec l'assistance électrique, notamment sur les vélos, eh bien, les Français qui doivent se déplacer peuvent faire des trajets plus longs, ce qui n'est pas négligeable. Et on voit aujourd'hui l'explosion des ventes surtout des ventes d'ailleurs de vélos à assistance électrique qui sont d'ailleurs en rupture de stock aujourd'hui. Alors, concernant les effets du confinement sur l'offre et la fréquentation, donc là, ça a été quand même quelque chose de très sidérant. En fait, pendant le confinement, en Île-de-France, on avait une offre de 30% pour une fréquentation qui était de 5% par rapport à la normale. En province, l'offre, elle était de 30% et on avait 10% seulement de fréquentation. En octobre, c'est-à-dire après le confinement, la fréquentation était remontée à 75% en Île-de-France, 80% en province, mais l'offre était à 100% déjà. Mi-novembre, après le début du deuxième confinement, moins de 50% en Île-de-France de fréquentation, proche de 50% en région, pour une offre qui est restée à 100% globalement. Concernant le Transilien et le TER, donc pendant le confinement, la fréquentation du ferroviaire a été de 10% en Île-de-France, c'est-à-dire Transilien, contre 50% d'offres, et 7% dans les TER pour une offre de 15%. En octobre, la fréquentation avait un peu remonté, 63% en Île-de-France dans Transilien et 75% en province pour une offre
proche de 100%. Mi-novembre, la fréquentation en Île-de-France est retombée à 35% pour une offre qui n'a pas beaucoup bougé, qui est de l'ordre de 95%. En province, la fréquentation des TER est à 34% pour une offre de 75% par rapport à la normale. Donc vous voyez le delta entre l'offre et la fréquentation des transports publics, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ferroviaires. Nous pensons aujourd'hui que les effets de la crise sanitaire sur la fréquentation des transports publics urbains et ferroviaires n'est pas terminé, pour plusieurs raisons. La permanence du télétravail, le report modal, sur le vélo notamment en centre urbain, ou sur la voiture quand les trajets sont plus longs, la crainte de prendre les transports publics malgré toutes les mesures sanitaires qui ont été mises en place, le développement de l'e-commerce, des gens ne connaissaient pas trop l'e-commerce mais ils y sont mis, la baisse des déplacements professionnels, qui est colossale, et puis évidemment l'absence de touristes. Vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais je vais vous le dire aujourd'hui, comment se passe le financement des transports publics urbains. En gros, il est financé le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est à peu près 8,5 milliards d'euros par an. Un tiers est financé par les collectivités locales, un tiers par les voyageurs, c'est-à-dire par la vente de billets, et un tiers par le versement mobilité. En 2020, c'est-à-dire sur les 8 mois de l'année, oui, c'est ça, les 8 premiers mois de l'année, sur le voyageur, les recettes commerciales, on estime qu'elles ont diminué de 50% au moins, ce qui représente plus de 2 milliards d'euros de manque à gagner. Sur le versement mobilité, là, on est à au moins 10%, c'est-à-dire au moins 1 milliard d'euros. Au total, 3 milliards d'euros simplement pour les 8 premiers mois de l'année, pour le transport public urbain et pour le transport ferroviaire. Évidemment, même si le deuxième confinement n'est pas aussi est plus souple, dirais-je, que le premier, et cela va vraiment gréver les recettes et le versement de transport. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pourtant, on a fait des questions sur la perception de la façon dont les transports publics ont géré la crise sanitaire. Et on voit que quand même, les Français en grande majorité, en tout cas ceux qui utilisent les transports publics, ont trouvé que les transports publics s'étaient adaptés très très rapidement à la crise sanitaire, puisque c'est le cas de 77% des personnes que nous avons interrogées. Sur les mesures mises en place, on leur a demandé pour chaque mesure quelles étaient celles qu'ils avaient trouvées rassurantes. Et là, on a 88% des gens qui nous disent que le port du masque, ça les a rassurés. La mise à disposition des gels hydroalcooliques, ça les a rassurés pour 85% des gens. Les actions de nettoyage et de désinfection quotidiennes, 80% des gens ont estimé que c'était rassurant. 75% pour la distanciation physique et 73% pour les dispositifs de communication. Donc, je voudrais réinsister aujourd'hui sur l'importance des moyens mis en place par les réseaux pour assurer la sûreté sanitaire des voyageurs et aussi des salariés. Le budget de nettoyage des réseaux de transport public urbain, il a augmenté de 50% en moyenne. On estime aujourd'hui qu'il a atteint 300 millions d'euros. Quant au personnel qui est dédié au nettoyage et à la désinfection, on estime aujourd'hui qu'il a augmenté en moyenne de 20%. Donc, ce sont de véritables charges dans un contexte où les recettes diminuent fortement. Oui, c'est sûr que sur 8,5 milliards d'euros de fonctionnement, quand vous en perdez 3 et que vous avez des millions d'euros qu'on doit dépenser pour rassurer les gens, les voyageurs, c'est sûr que ça va poser un problème à un moment, il va y avoir un effet de ciseau et on ne sait pas encore comment on va pouvoir le régler. Sur les habitudes de déplacement à l'avenir, donc on a quand même 36% d'utilisateurs qui disent qu'ils vont changer leur mode de déplacement à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de prendre les transports publics, ça veut par exemple dire qu'ils vont plutôt prendre le bus et moins le métro, par exemple. Mais néanmoins, on voit que 30% des voyageurs comptent utiliser moins souvent ou plus du tout les transports publics.
parmi eux, il y en a 3% qui ne vont plus les utiliser du tout. D'accord. 29% vont se reporter sur les modes actifs, c'est-à-dire sur la marche, le vélo ou la trottinette. Encore une fois, ce n'est pas un problème pour les transports publics urbains parce que dans les zones très denses, effectivement, il y a des charges importantes aux heures de pointe. En revanche, pour ce qui concerne l'autosolisme, on voit que 16% tout de même, c'est-à-dire plus de la moitié des voyageurs qui comptent utiliser moins souvent ou plus du tout les transports publics, il y en a 16% qui vont se reporter vers la voiture. Et là, on émet juste un signal, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les transports collectifs en général émettent beaucoup moins de CO2 que la voiture particulière. Je vais vous donner juste un exemple. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ADEME. Une voiture thermique émet en moyenne 213 grammes de CO2 par kilomètre voyageur. En tramway, c'est 3,1, 5,4 en RER et 103 grammes pour un bus thermique. Donc il y a quand même entre un bus et un véhicule, une voiture particulière, il y a quand même c'est 2 fois moins ou 2 fois plus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui nous a vraiment intéressés Ah oui, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est pour les raisons qui vont motiver les utilisateurs à prendre autant ou davantage des transports publics urbains pour se déplacer à l'avenir. On voit que le bénéfice pour l'environnement arrive parce qu'on leur a posé la même question. Quels sont les critères qui vont faire que vous allez prendre davantage ou au moins autant les transports publics qu'avant? Le premier critère, c'est toujours le même, la praticité. Mais le deuxième critère, et là, on n'avait jamais vu ça jusqu'à présent, c'est la contribution à la protection de l'environnement. Pour les utilisateurs, le transport public permet de réduire la congestion automobile. Et vous savez que la congestion automobile a un coût. Pour vous donner un exemple, à Paris en 2019, un automobiliste perdait 163 heures dans les embouteillages. C'est quand même 163 heures, c'est pas mal. Le coût pour la société, elle est évaluée de la congestion à 20 milliards d'euros par an, parce qu'il y a du gaspillage de carburant, il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a des accidents. Les utilisateurs de transport public urbain sont aussi bien conscients que les modes collectifs occupent beaucoup moins de surface au sol que les modes individuels. Je vous donne juste un exemple. Un bus occupe 15 fois moins de surface que 40 voitures. Pour transporter 1700 personnes, il faut un RER ou 1300 voitures. Ça vous donne une échelle. On le sait moins, mais l'utilisation des transports publics favorise l'activité physique. Parce que le fait de se rendre à la station de métro, de se déplacer, etc., la non-sédentarité permet de marcher. Et donc, là encore, quand on regarde, on voit qu'un utilisateur de transport public pratique en moyenne 27 minutes d'activité physique quotidienne, c'est-à-dire la recommandation de l'OMS pour rester en bonne santé. Par ailleurs, et vous le savez tous, nous poursuivons notre mue énergétique. Aujourd'hui en France, 53% des voyages en transport urbain se font en mode électrique et on ne compte pas les tramways parisiens dans ce chiffre. En province, c'est plus de 44% des voyages qui se font en mode électrique. Et vous savez aussi que les parcs de bus sont en train de se transformer vers des bus électriques, des bus hybrides, des bus au gaz, des bus au biocarburant. Alors, comment regagner la confiance par rapport vis-à-vis des voyageurs qui douteraient? En fait, on se regarde quand même, on constate que c'est un peu étonnant parce que quand même, les utilisateurs de transport public urbain, ils font largement confiance aux opérateurs et aux autorités organisatrices pour assurer leur sécurité à l'avenir, puisqu'ils sont 64% à le déclarer. Leur niveau de confiance
sera identique ou meilleur à l'avenir pour 95% d'entre eux. Et alors, quand on leur demande, mais pourquoi vous aurez davantage confiance ou une confiance identique dans vos opérateurs, dans vos réseaux, dans vos autorités organisatrices de la mobilité, ben, près de 60% répondent parce qu'on a été réactif, vous avez été réactif pendant la crise, parce qu'ils sont exploités par des professionnels ou des collectivités locales. Donc ça, c'est quand même de bonnes nouvelles dans le paysage. Quand on leur demande comment ils perçoivent les transports publics à l'avenir, on leur demande s'ils ont pris conscience de la nécessité des transports publics dans la vie quotidienne. Tous les sondés, donc y compris les conducteurs les autosolistes, on va dire, 66% des Français disent que oui, les transports publics sont nécessaires dans la vie quotidienne des Français. Quand on pose la question aux utilisateurs du transport public, eux répondent évidemment 77%. Et les raisons pour lesquelles ils trouvent que c'est une nécessité, au niveau local, c'est pour maintenir un service minimum, quand on est obligé de se déplacer, pour maintenir la vie sociale et économique, et aussi quand il y a un problème de pandémie, pour transporter les soignants et les salariés essentiels à la vie quotidienne. Au plan national, ils estiment que c'est nécessaire parce que ce sont des services accessibles à tous les Français. Ils disent aussi que si tous les Français se déplaçaient avec des modes carbonés, il y aurait trop de pollution. Donc on voit là le retour vers la préoccupation environnementale. Et enfin, ils disent que si tous les Français utilisaient une voiture, il y aurait trop d'embouteillages. Un petit complément d'information sur ce sujet. Il faut savoir que, par exemple, les trains RER, métro et tramway assurent chaque année 2 milliards de voyages. Le RER A, par exemple, il transporte chaque jour 1,2 million de voyageurs. Et pour le remplacer, si on devait le remplacer, il faudrait une autoroute de 2 fois 14 voies. Donc vous imaginez la différence entre les deux modes. Alors maintenant, est-ce que la crise sanitaire est une opportunité pour repenser l'offre? Oui, parce qu'on veut être absolument positif. Et on voit bien que si en zone dense, le télétravail et le report vers les modes actifs se poursuivait, ce serait peut-être l'opportunité de pouvoir, par exemple, redéployer cette offre dans des périphéries où peut-être elle mériterait de l'être, avec une qualité d'offre développée, c'est-à-dire plus de fréquences, plus de modes. C'est quelque chose à étudier. Et d'ailleurs, les opérateurs et les autorités organisatrices et les opérateurs commencent à bâtir des offres qui prennent en compte les nouveaux comportements. Notamment, par exemple, par rapport à la montée du télétravail, on a vu des forfaits qui étaient moins chers pour les gens qui ne venaient au bureau que 3 à 4 fois par semaine. On a vu aussi des forfaits employeurs non nominatifs qui pouvaient être utilisés par différents salariés au cours de la semaine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je voulais aussi vous préciser que si vous voulez avoir tous ces résultats qui ont été présentés à la presse le 19 novembre dernier, ils sont sur le site internet de l'UTP. On pourra vous passer sans problème l'adresse et il suffira de cliquer pour avoir l'intégralité des résultats. Merci, merci, pardon, Dominique Fèvre pour cette présentation très détaillée et riche d'enseignements. Je me tourne du côté d'Émilie. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Oui, merci Nathalie. Nous avons effectivement quelques réactions sur le chat. Alors, nous avons une question de Laurent Benvenuti de la FNTV qui demande quelles sont les stratégies déployées par les réseaux urbains pour redonner confiance et redynamiser la fréquentation des réseaux. Dominique? Oui, ben, les réseaux urbains, ben, ce qu'ils font surtout, c'est de continuer à maintenir les mesures sanitaires. Ils font des opérations de communication. En septembre dernier, on a organisé la journée du transport public partout en France, c'est-à-dire on décline au niveau national un kit de communication que chaque réseau adapte à ses besoins,
en faisant des découvertes de réseau, des abonnements moins chers, des abonnements enfin, une journée gratuite pour que les gens découvrent leur réseau et voient que parfois, et très souvent, c'est beaucoup plus pratique de prendre un transport en commun que de prendre une voiture particulière. Merci Dominique. Une autre question? Oui, alors nous avons Vincent Tinet de la Gamme qui insiste sur le fait que le point de vue, en fait, la vraie question, c'est le point de vue des non-usagers des transports en commun. Vincent est rejoint par un autre participant qui ajoute que, en fait, lorsqu'on agit d'une certaine manière, on rationalise notre comportement. C'est donc normal que les utilisateurs des transports en commun les voient d'un bon œil. Si ce n'était pas le cas, ce serait très problématique. Par contre, savoir ce que pensent les non-usagers peut apporter des informations clés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Fèvre. J'en pense qu'il a tout à fait raison et que c'est pour ça justement qu'on organise cette journée dont je viens vous parler, qui est effectivement pas destinée aux usagers, puisque vous imaginez bien, ils ont déjà un abonnement, ils ont déjà un titre de Ils sont déjà transport. conquis. Voilà, mais c'est surtout pour leur faire découvrir leur réseau, faire découvrir le réseau aussi à la famille le week-end. C'est pour ça que c'est mis en place. Merci. Très bien. Émilie, je vous propose de continuer avec Grégory Vandeville. S'il y a d'autres questions ou réactions, nous aurons un temps d'échange après les interventions de tous les experts. Grégory Vandeville, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes à la région directeur des transports scolaires et interurbains. Est-ce que vous pouvez nous dresser le bilan de cette année écoulée et comment vous êtes adapté à la région à ce contexte de crise et notamment depuis le mois de septembre? Alors, je pense que le bilan, Madame Fèvre a déjà fait un grand bilan, alors plutôt sur l'urbain, mais elle a déjà beaucoup parlé aussi du TER. Cette crise pour nous était, comme pour les réseaux urbains aussi, vraiment quelque chose de nouveau. On sait gérer des crises d'événements climatiques, ça on en a chaque année et on sait bien le faire. Là, il a fallu, avec la profession en particulier, et je remercie, je profite qu'il y en ait beaucoup autour de la table, s'adapter au jour le jour. Ça a été assez complexe de ces mesures de confinement. L'objectif était bien sûr de garder un service public le plus important pour ne pas mettre en péril certaines activités. Mais inversement, on avait aussi des décrets qui tombaient les uns après les autres, parfois le dimanche soir pour une application le lundi. Et c'est là-dessus qu'il a fallu être très réactif et je pense qu'on l'a été dans l'ensemble des réseaux urbains ou interurbains. Sur le bilan, c'est un peu difficile de vous dresser un bilan complet. Ce qui est assez difficile aujourd'hui pour nous, c'est entre les mesures de confinement du printemps, la reprise, mais avec quand même encore beaucoup de déplacements en moins cet été, en septembre-octobre, on n'arrive pas à faire une photographie vraiment sur nos réseaux. Je pense que ce qu'on peut retirer quand même sur la partie interurbaine, c'est qu'on pensait en septembre-octobre revoir une bonne partie de nos usagers habituels sur nos réseaux et ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est plutôt alarmant. Alors on l'a dit, il y a le télétravail. Alors je pense que dans les réseaux interurbains, on est quand même un petit peu moins touché par des alternatives de mobilité douce, parce que nous, c'est plutôt des longs trajets. Donc il y a quand même très peu de gens qui ont basculé, même sur des vélos électriques. Donc c'est pas là où vient la fuite. Par contre, alors, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui, dans la salle, a des chiffres sur la partie charge des autoroutes, mais on pense quand même aussi qu'il y a une fuite de personnes qui ont rebasculé sur la voiture alors qu'ils avaient pris des habitudes de transport en commun. Là, c'est pour nous assez difficile parce qu'il va falloir refaire des campagnes pour essayer de les convaincre de revenir au transport public. Donc, on a aujourd'hui 10 à 15% d'abonnés en moins, alors qu'on pouvait espérer effectivement en septembre retrouver ces abonnés dans nos transports. Donc, vous soupçonnez le télétravail et le retour de l'usage du véhicule individuel, en fait.
Oui, alors pour le télétravail, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on a lancé un abonnement nouveau. On va voir ce que ça donne. Alors c'est un peu jeune, hein, ça a été lancé en septembre. La communication est encore euh, pas assez forte pour savoir si vraiment cet abonnement va prendre. Mais effectivement, on sent aussi qu'il faut qu'on s'adapte, hein, de faire des forfaits nouveaux. Les gens vont plus voyager pendant les 4 jours, les 4 ou 5 jours de la semaine, comme c'était le cas. Et il faut leur trouver peut-être des innovations tarifaires pour qu'ils puissent s'y retrouver. Et Voilà. on parle de plus en plus de démobilité, donc les gens deviennent sédentaires. Quelles seront selon vous les tendances de fond? Alors, encore une fois, en urbain, c'est peut-être plus valable. Je pense qu'en interurbain, on est quand même sur. Il y a bien sûr pour nous un impact très fort, c'est toute la partie touristique, hein, sur la région sud, hein, où on a subi de plein fouet le manque de tourisme cet été, et on le voit encore maintenant, hein, en particulier avec la chute des 2 gros aéroports de Nice et de Marseille. Enfin, pour nous, c'est dramatique sur un certain nombre de services publics qui coexistaient autour, avec des énormes chutes de recettes sur ces lignes ferroviaires ou de train qui étaient Est-ce encore. que vous avez des exemples de lignes qui se sont littéralement effondrées, Oui, Grégory? oui, bah, on a 2 lignes aéroports qui desservent par exemple l'aéroport de Nice. On est à moins 70% de fréquentation et moins 80% de recettes. Donc, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de moins, alors qu'on avait laissé un niveau de service très fort. On a forcément adapté depuis, hein, puisque le programme des avions étant tellement réduit que de toute façon, on ne pouvait pas maintenir une offre comme c'était avant. Mais on est sur des taux qui sont en plus durables, hein. On ne voit pas vraiment le bout, et les perspectives aéroportuaires ne sont pas très bonnes. Justement, si la situation venait à durer, est-ce qu'on peut imaginer que la région puisse se défaire des lignes les moins rentables? Alors, se défaire, je prendrai pas je sais pas, je vais pas prendre la place aujourd'hui de mes élus. Non, aujourd'hui, ce qu'on est en train, bien sûr, de regarder, c'est quand même d'adapter l'offre. C'est vrai qu'on a souhaité, la région a souhaité maintenir une offre maximum pendant les périodes, pendant cette année. En tout cas, elle a été très peu baissée cet été. Là, on l'a légèrement baissée sur le confinement de novembre. Simplement, cette situation financière n'est pas durable, hein. Alors, certes, la région n'a pas de versement mobilité comme les autorités urbaines, hein, mais par contre, une des grosses ressources fiscales de la région, c'est la CVAE, hein, qui est aussi basée sur la valeur ajoutée des entreprises et qui s'est effondrée cette année. Donc, on a également un effet de ciseau avec une forte baisse des taxes et des recettes de la collectivité, une baisse bien sûr des recettes commerciales des transports et des transports qui continuent d'être présents puisqu'on essaye de maintenir l'offre. Alors, est-ce qu'on va forcément... On va adapter quelques lignes, ça c'est une certitude. On va continuer de travailler puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a récupéré la compétence des départements et les lignes départementales depuis 3 ans. Donc, il nous reste encore des travaux à faire de complémentarité entre ces lignes et les réseaux ferroviaires pour continuer d'optimiser un petit peu certainement certaines lignes, donc de trouver des moyens et de faire une meilleure offre avec peut-être des coûts un petit peu réduits. Donc, il y a des marges de manœuvre. Et sur les territoires plus ruraux, et on était encore hier à une réunion avec d'autres régions, on essaye de travailler à des autres solutions de mobilité, hein. On parle et la loi LOM va nous permettre, par exemple, de faire du covoiturage qui serait financé et cofinancé, en tout cas par les collectivités, pas possible avant. De trouver, plutôt que de faire circuler des bus qui nous coûtent finalement relativement cher et qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces territoires peu denses, et ben de plutôt financer des systèmes de covoiturage. Enfin, il y a des choses à innover là-dessus. Et la région depuis 2 ans maintenant, lancé des appels à projets, hein, pour essayer de cofinancer et ces expérimentations. Il faut qu'on soit inventif sur des nouvelles manières de desservir les territoires peu denses. On parle beaucoup d'explosion du numérique. Est-ce que justement, on pourrait imaginer un développement beaucoup plus fort du transport à la demande avec ces outils? Ben, écoutez, oui, c'est ce qu'on espère, effectivement. C'est un bon moyen aujourd'hui, peut-être de faire venir
vraiment sur cette histoire de covoiturage ou de partage, en tout cas, des déplacements. C'est sûr que ça devrait permettre de développer ça. Après, il faut que les gens aient confiance dans le système, et c'est là où, j'ai envie de dire, la caution de la collectivité qui est derrière permettra peut-être de faire changer les habitudes. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a pas mal de réactions. Émilie, est-ce que vous voulez bien relayer les réactions de nos internautes? Bien sûr. Alors, nous avions Dominique Fèvre qui réagissait aux propos de M. Vandeville en disant que sur le TER, on avait 650 millions d'euros de pertes. Donc, notamment en Île-de-France, fin septembre, ça représentait 500 km de bouchons du jamais vu. M. Blasco qui réagissait en disant que par nature, les transports publics ne sont pas des lieux de contamination car les usagers y adoptent un comportement différent. Donc, que la durée des contacts est plus courte et que la nature des contacts entre usagers est moins dense qu'au travail ou en famille, par exemple. Monsieur Benvenuti de la FNTV qui pose une question sur les compensations par l'État des baisses de recettes commerciales et fiscales pour les autorités organisatrices. Grégory, vous voulez bien réagir sur cette question, notamment? Alors, je n'ai pas les dernières discussions aujourd'hui entre Région de France et l'État, mais on n'est pas sur une compensation, a priori, mais par contre plutôt sur un système de report de dette, quoi, hein. Donc, ce sera pas, on ne va pas être compensé et l'État ne va pas nous donner les 650 millions d'euros dont parlait Madame. Par contre, il y aurait des mesures fiscales qui permettraient d'étaler en tout cas notre endettement. D'accord. Et donc, on voit bien la réaction de Dominique Fèvre qui a un report vers l'autosolisme, en tout cas en région parisienne. Donc, ça doit être la même chose en région sud. Alors, je ne sais pas répondre, moi, je n'ai pas les chiffres des autoroutes. Par contre, j'ai envie de dire, on peut peut-être y retrouver, on parlait d'économie ou en tout cas de mesures pour optimiser les réseaux. Le seul point positif peut-être du télétravail, et on le voit aussi sur les autoroutes tous les matins à Marseille, c'est qu'il y a moins de monde sur les autoroutes. Donc finalement, nos véhicules vont un peu plus vite. Je pense aussi pour nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de transport, l'effet de pointe est très fort et coûte très cher. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a effectivement possibilité de récupérer un petit peu des kilomètres qui étaient très chers à ces heures de pointe, parce qu'on faisait sortir un car qui roulait finalement que sur un aller-retour. Et cette offre-là, peut-être qu'on pourra, on parlait tout à l'heure, je crois, Madame Fèvre a dit redéployer. Voilà, c'est de l'offre qu'on pourra redéployer ailleurs, parce que les télétravailleurs, ils seront plus, ils seront chez eux, ils seront plus à 8 heures du matin dans les nombreux doublages que l'on doit mettre en place dans les réseaux. Donc voilà, ça peut être aussi un gain, en tout cas important pour les collectivités de mieux dimensionner l'offre de pointe, mais en espérant effectivement que tout le monde ne parte pas vers la voiture, puisqu'il y a aussi moins de bouchons. Merci Grégory Vandeville. On va continuer le tour de table. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants dans le chat. Je m'adresse à présent à l'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise, qui est le témoin des mutations urbaines. Vincent Tinet, bonjour. Vous êtes le chef du pôle mobilité à la gamme. Tout à fait. Alors, quand on a préparé ce webinaire, vous m'avez parlé de deux choses fortes qui ressortent pour vous de ce confinement et de cette situation de crise sanitaire. C'est le télétravail et l'explosion du e-commerce. Quelles sont les conséquences de ces deux phénomènes sur les centres urbains, Vincent ? Alors, les conséquences, pour partie, elles sont compliquées à anticiper puisque s'il y a des conséquences qui se mettent réellement en place, elles passeront par un cycle, par une phase urbanistique ou de prix d'immobilier. Et effectivement, par exemple, sur le e-commerce, on commence à se rendre compte qu'il y a des impacts significatifs sur les prix de l'immobilier et des risques de vacances commerciales. Donc, on commence à avoir des phénomènes qui s'inscrivent quand même sur une tendance de long terme. Il faut faire attention à travers cette période de Covid. Mais est-ce qu'on risque véritablement d'assister à un effondrement du marché de bureaux où il suffit de circuler dans les grandes villes? On voit qu'il y a
de plus en plus de bureaux à louer. Alors, donc ça, c'est la partie. Donc, juste pour venir 2 secondes sur le e-commerce, il y avait déjà des tendances de fond. On était déjà sur des taux de part de marché du e-commerce sur certains types de produits de 30 à 40%. Ça, c'est une enquête locale hein, sur la métropole Aix-Marseille. Donc ça, c'est voilà, juste pour dire qu'effectivement, ces phénomènes-là, ils prédataient et ils ont été révélés ou renforcés par le confinement. Sur le télétravail, effectivement, on était sur des tendances quand même beaucoup plus basses et peu dynamiques avant le confinement. Et très clairement, il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération, mais il y a quand même une forte décélération en septembre, malgré, comme disait Madame Fèvre tout à l'heure, dans un contexte où le gouvernement continue à dire télétravailler, télétravailler, télétravailler. Donc, on est encore dans une prescription du télétravail forte. Je pense aussi que dans le deuxième confinement, on commence à voir un discours sur le télétravail beaucoup moins positif que celui qu'on avait avant les vacances d'été. Voilà, on parle beaucoup plus du stress, de sentiment d'abandon, des effets négatifs. Bon, voilà, Manque de etc. lien social aussi, beaucoup. Manque de lien social, etc. Donc, on commence à avoir une forme de rééquilibrage du balancier. Et très clairement, et ça, je pense qu'il faut voir ça justement dans ce cycle transport-urbanisme, s'il y a, à mon avis, de la pérennisation du télétravail fort, c'est bien parce que des entreprises, en particulier les plus grosses, vont vouloir faire des économies sur leurs frais immobiliers. Je vous renvoie sur une étude récente de la Banque de France sur le sujet, qui ont explosé dans les dernières années. Donc, c'est bien parce qu'il y aura un cycle d'économie. Le truc, c'est que ces enjeux-là sont, et d'ailleurs c'était le cas du télétravail, sont vraiment liés d'abord à Paris et à l'Île-de-France, de loin avec des prix beaucoup plus élevés et une bulle immobilière entreprise plus élevée, et après dans les grandes métropoles. Donc, c'est pas certain qu'une PME à Manosque ait tant de besoin d'économiser sur les prix de l'immobilier, alors que l'immobilier n'est pas forcément si cher, et avec après d'autres enjeux aussi de fonctionnement du travail. Donc, peut-être que ça va être un phénomène très centré sur Paris, Île-de-France, peut-être sur les grandes métropoles les plus chères, et ce n'est pas tout, hein, loin de là. Voilà, donc il faut être assez prudent sur la mise en place de ce cycle. On commence à en avoir quelques échos, hein, tout à fait. Mais la question, c'est de savoir à quel point ça va toucher la France, une partie de la France, une partie des produits immobiliers, une partie des entreprises. Donc, pour l'instant, forcément, c'est un peu tôt. Hein, la logique de beau immobilier n'est pas quelque chose avec beaucoup de réactivité. Ça prend du temps. Voilà. Et la question après, c'est est-ce que ça va avoir un impact effectivement sur la construction de bureaux neufs, les zones d'activité en périphérie ou les zones de bureaux de centre-ville. On commence à voir à Paris des discussions sur justement comment est-ce qu'on renforce la mixité d'usage des espaces de bureaux pour avoir un peu plus de réactivité et de maintien des valeurs immobilières. Donc voilà, il y a beaucoup de flexibilité là-dedans, mais ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Ce n'est pas des choses qu'on voit du jour au lendemain. On voit pas mal apparaître. aussi d'opérateurs de coworking et de co-living, notamment à Marseille et dans les grandes villes. Est-ce que justement, Vincent, c'est une réponse aux entreprises en termes de flexibilité? Oui et non, parce que pour l'instant, c'est quand même des objets très urbains, très centre-ville, et donc avec une forme de mobilité. L'enjeu du télétravail là-dessus, c'est plutôt d'excentrer ces objets-là pour être plus proche des lieux de domicile. Et pour l'instant, on voit peu d'opérateurs sur ce marché-là, d'après ce que j'en connais, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Donc, on va voir comment fonctionne ce cycle-là et si effectivement, on rentre dans une logique plus territoriale et pas uniquement une logique de centre-ville, de grande ville. Parce qu'il faut faire très attention à la mobilité. Oui. Hein. C'est très bien de penser à Paris, à Marseille, à Nice, etc. Mais il n'empêche que les Français, ils n'habitent pas tous à Marseille, à Paris et à Nice. Ils habitent aussi à Sénas, je ne sais pas où, en Bretagne, etc. Et les enjeux de mobilité, fondamentalement, ils sont plutôt dans cette mobilité, si on réfléchit en termes de transition énergétique, etc. Ils sont quand même plutôt dans le périurbain et le rural. Voilà.
Mais justement, on voit pas mal de citadins qui en ont assez de la ville et qui, à partir de 3 jours de télétravail, s'installent dans des zones très excentrées. Alors, Et c'est donc, le grand problème du télétravail, c'est que le télétravail, ça peut entraîner une hausse de la mobilité. c'est ça. Parce que si on habite loin, si on travaille loin de son domicile et qu'on habite, si on travaille vers son domicile 3 jours de la semaine et que 3 autres jours de la semaine, on va travailler à son lieu de travail habituel et qu'on va beaucoup plus loin qu'avant, in fine, on a tout perdu en termes de consommation de gaz à effet de serre, etc. Donc, c'est bien le problème, c'est les effets rebonds. Rien n'est jamais direct. C'est pour ça que moi, je suis très prudent sur le télétravail, non pas pour nier le phénomène, mais pour être très prudent sur les effets indirects qu'il va avoir, qui peuvent aller dans le mauvais sens, contrairement à ce qu'on peut anticiper. Là, on a bien une réaction à une crise, et après, il se met en place des cycles de long terme qui peuvent aller dans le mauvais sens. Fondamentalement, on n'a jamais vu dans l'histoire récente de la France ou des pays occidentaux une baisse de la mobilité et une baisse de la coût de la mobilité. Tout est stable. Voilà, c'est ce qu'on appelle je ne vais pas rentrer dans la théorie. Et donc, en général, quand il y a une baisse d'un côté, du temps de déplacement ou du coût de déplacement, c'est compensé par autre chose qui augmente. Voilà. Il y a un très bon article de Yves Crozet dans Ville et Transports récent qui l'explique très bien récemment. Je voudrais ajouter 2 petits points par rapport à ce qui a été dit auparavant. Le premier sur d'autres phénomènes qui n'ont pas été abordés dans la première partie des interventions. Je pense en particulier à la voiture électrique, avec un effet alors qui n'est pas direct en termes de mobilité, mais qui est très fort. Manifestement, l'usage de la voiture électrique est en train de prendre très rapidement. On est sur un doublement des ventes cette année par rapport à l'année précédente, dans un contexte de baisse du marché automobile. Donc ça, au-delà du fait que, que c'est intéressant en soi, ça a des impacts, et en particulier, à terme, sur le fait que la voiture va être perçue comme propre. Alors peut-être qu'elle ne le sera pas en réalité, mais elle va être perçue par l'opinion publique comme étant propre. Et donc l'argument des transports en commun sur la plus-value environnementale va être fortement remis en cause dans l'opinion publique. Le deuxième phénomène important avec la voiture électrique, c'est que les coûts d'usage sont beaucoup plus bas que la voiture thermique. Et donc là encore, on a une forme de concurrence des transports en commun, en particulier dans les espaces non urbains, qui va fortement se renforcer. Alors pour l'instant, c'est compensé par un coût d'achat qui est plus élevé, mais les projections nous montrent que ça ne devrait pas durer très longtemps. Et donc on va se retrouver en monde périurbain, rural, voire ville moyenne, avec une voiture électrique qui sera perçue comme étant propre et beaucoup moins chère que les transports. Et donc en gros, les deux avantages des transports, peut-être qu'ils ne vont pas durer si longtemps que ça. Deuxième phénomène très important, c'est tout ce qui est dit sur les transports en commun. Il y a effectivement un effet conjoncturel de crise majeure, mais on s'inscrit sur une tendance de long terme. Donc, je vous renvoie sur les travaux du Sénat sur l'économie des transports. Ça fait 20 ans que les coûts d'exploitation augmentent beaucoup plus vite que les recettes, y compris le VT, et on est sur une perte en moyenne de 2,2 points par an du ratio recettes sur dépenses. Et donc, l'impasse financière des transports en commun, elle est renforcée, elle est mise en avant par le Covid, mais elle est sur une tendance de fond. Et il va bien falloir un jour ou autre que ce problème soit réglé. Je pense que les travaux de M. Duron vont, j'espère, amener une réponse. Si la réponse est augmenter les taxes, ça risque de ne pas passer non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai enjeu, j'allais dire problème. Je ne suis peut-être pas dans le bon cercle pour dire problème, enjeu sur rétablir un économique, et ça se rajoute à la montée de la demande de gratuité. Et on ne peut pas être naïf sur le sujet. La réalité, c'est que ça vient dans tous les… énormément d'élus mettent ça en avant. C'est sûr, quand il n'y a plus de recettes sur les transports en commun, la gratuité, elle est assez naturelle. Voilà, je ne suis pas un proponent de la gratuité, au contraire. Mais j'essaie d'être objectif sur la réalité de l'opinion et du débat politique dans notre territoire. Donc là, il y a une forme d'impasse qui est en train de se mettre en place avec de la conjoncture dramatique cette année en termes financiers sur les transports en commun, et qui est vraiment dans une tendance de long terme. Si on y rajoute à ça le développement du vélo et de la voiture électrique qui modifie aussi l'économie des transports, il y a un vrai sujet, et un sujet majeur. Voilà. Dernière question, Vincent. Comment la gamme travaille et prépare à l'instauration des zones à faible émission, puisqu'on sait que trois grandes métropoles du Sud sont concernées?
d'ici à fin 2021. Donc, on a effectivement accompagné la métropole sur le sujet, surtout sur les difficultés techniques qui a monté ce genre de réflexion, parce que c'est quand même pas simple. Donc, beaucoup sur la question de parc automobile. Je tiens à remercier d'ailleurs le SOES, donc l'État, et puis le DREAL sur les CEREMA, qui ont fait un très beau travail au niveau national sur le sujet, mais on a une méconnaissance des parcs de véhicules au niveau local qui est très problématique. Dernièrement, là, on a un petit débat aussi avec la métropole sur le poids des véhicules. On voit que c'est un aspect majeur de la pollution. Donc voilà, c'est des sujets qui sont mal connus et donc qui rendent la construction des ZFE complexe. Parce que quand on ne connaît pas bien quelque chose, on a du mal à éclairer avec beaucoup d'idées préconçues, c'est normal, hein. Donc, on a pas mal accompagné la métropole là-dessus et je pense qu'on commence à y avoir, in fine, une bonne connaissance des questions de type de parc de véhicules et de leur impact sur la pollution. Voilà, mais avec des sujets qui sont mal connus. Je pense typiquement à la pollution des deux roues motorisées, qu'on connaît extrêmement mal. Voilà. Merci beaucoup Vincent Tinet. Je m'adresse maintenant au CEREMA, représenté ici ce matin par Marine Millot, directrice adjointe mobilité au CEREMA Méditerranée. Marine, Bonjour. vous êtes avec nous? Bonjour. Oui, bonjour. En 2020, on a vu le vélo, quant à lui, a été une alternative bien choisie par les Français, avec une hausse de la fréquentation des pistes cyclables de 33% dans les grandes villes. En mai dernier, à la veille du déconfinement, le CEREMA a édité un guide technique sur le déploiement de coronapistes en France. Marine Millot, qu'est-ce qu'une coronapiste ? Donc, les coronapistes, en fait, ce sont des aménagements cyclables provisoires qui ont été mis en place de façon un peu rapide à la veille du déconfinement pour justement essayer, voyant arriver la crise sur les transports collectifs et le repli des gens sur les transports individuels, accompagner ce report vers des modes propres, dont le vélo. Et l'idée, donc, c'est que le CEREMA a travaillé avec le ministère des Transports pour proposer un guide qui permette rapidement de tester des nouvelles façons d'aménager en fait des itinéraires cyclables, puisque l'idée était de dire peut-être qu'on peut essayer de voir si on ne peut pas utiliser des voiries quand on a des routes ou des rues qui sont très larges, très dimensionnées pour la voiture et qu'on sait que le trafic automobile ne va pas être aussi important, utiliser une partie de cette infrastructure pour les vélos. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été testées un peu partout en France. Alors, sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a eu des choses qui ont été également testées. Alors, le principe, c'était des aménagements provisoires. Donc, il y en a qui n'ont pas marché. Donc, l'idée, c'était justement de pouvoir les retirer. Il y en a qui ont bien fonctionné. Il y a eu des approches aussi différentes suivant les collectivités. Certaines ont voulu mettre en place rapidement dès le déconfinement, et c'était surtout le cas dans les grandes métropoles parce qu'il y avait une urgence de pouvoir proposer une offre vélo aux nouveaux cyclistes ou aux gens qui allaient reprendre le travail. Il y a d'autres agglomérations, par exemple, comme Avignon, qui ont préféré attendre un peu et mettre ça en place plutôt pendant l'été pour être en conformité avec leur schéma vélo et leur réflexion un peu plus globale. Et du coup, ça a aussi été intéressant en termes de tests, d'expérimentation, parce que les aménagements qu'ils ont mis en place sont encore là aujourd'hui, donc sont plus pérennes en fait dans la durée. Et donc, ce sont des pistes cyclables qui se superposent ou qui viennent étoffer les plans vélos des métropoles. C'est ça. Alors, suivant les endroits, il y en a pour certains aménagements, c'était effectivement en fait mettre en place plus rapidement les plans vélos qui étaient déjà en cours de réflexion. Et pour d'autres, c'était de tester des nouvelles choses, c'est-à-dire sur des 2x2 voies qui sont en milieu urbain, par exemple, de dire est-ce qu'on peut prendre une voirie, une voie de la voiture pour faire des aménagements cyclables. Bon, des fois, c'était possible, des fois, ça ne l'a pas été. Voilà, voir un peu… Et ça n'a pas entraîné de conflit d'usage entre les voies bus, les voies vélos, les voies véhicules, les piétons?
Si, ça montre effectivement la difficulté parce qu'en fait, l'espace public est une denrée limitée et qu'il faut donc la partager. Et effectivement, quand on prend de la place pour les vélos, on en prend soit aux voitures, soit au bus, et il faut qu'il y ait une acceptation un peu globale. Ça a montré aussi qu'il y avait un intérêt, notamment dans notre région, à renforcer la sensibilisation sur le sujet. C'est pour ça que, par exemple, dans le cadre du programme France Mobilité, qui est en partenariat entre le CEREMA, l'ADREAL, l'ADEME et la Banque des Territoires, on a fait un webinaire, par exemple, hier matin sur la sensibilisation des collectivités au système vélo pour réfléchir non seulement aux aménagements, mais aussi à tout ce qui est important à côté, le stationnement, pouvoir déposer son vélo, les services vélos, la location des véhicules de vélos à assistance électrique, par exemple, etc. Et avoir une réflexion et une politique cyclable globale. Et la région accompagne beaucoup l'ensemble de ces services et de ces systèmes. Est-ce que vous avez des villes modèles en matière d'aménagement de pistes cyclables? Je citais par exemple Avignon a lancé donc pas mal d'aménagements dans le cadre de ces coronapistes, mais qui sont en fait une déclinaison de leurs aménagements. Et il y a pas mal de métropoles. La métropole de Nice a également, et le département des Alpes-Maritimes est également pas mal engagé sur ces actions. Et est-ce que selon vous, le vélo est un mode de transport qui va durer, ou est-ce que quand tout le monde sera vacciné ou en tout cas immunisé contre la Covid-19, on va retrouver d'autres types d'usages de déplacement? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la crise, effectivement, il y a eu un effet conjoncturel au moment du printemps, parce que aussi le déconfinement a eu lieu en mai, il faisait beau, les gens avaient envie de refaire de l'activité physique, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, où les déplacements sont plus, le climat n'est pas, la température n'est pas la même, etc. Même si on a une baisse de l'usage du vélo, mais qui est la même chaque année, même s'il y a moins de déplacements globalement, comme ça a été évoqué, puisqu'il y a le télétravail, ce reconfinement, etc., l'usage du vélo reste plus important par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, on a une tendance de fond qui fait que sur 2020, quand on regarde en comparant les mêmes périodes, les mêmes saisons, on a un usage plus fort du vélo sur l'ensemble de la France. Bon, à Marseille, c'est quand même 30% d'usage en plus du vélo, donc ce n'est pas négligeable. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir l'intérêt du vélo à assistance électrique, qui, pour le coup, voyons aussi les effets positifs de l'électrique par rapport à ce qui a été dit par M. Tinet, c'est que ça offre un potentiel très important du développement du vélo, notamment en milieu rural et périurbain. Et il y a eu pas mal d'expériences qui ont été menées, alors notamment par exemple en Ardèche, de petites villes qui ont commencé à déployer des systèmes de location de vélos assistance électrique en longue durée. Et ils ont vu, en fait, ils ont eu un succès qu'ils n'attendaient pas forcément. Et les gens les ont pris au départ pour faire plutôt du loisir. Et quand ils ont vu que c'était très utile et pratique, ils ont commencé à l'utiliser pour leur déplacement domicile-travail, et en faisant des distances de 15 à 20 km. Donc, en fait, ça étend le potentiel du vélo au-delà de l'urbain dense, et ça aussi ouvre des portes de nouveaux utilisateurs, parce que c'est un peu moins fatigant, on va dire, sur l'usage qu'un vélo musculaire. Et donc, ça permet d'ouvrir sur des personnes un peu plus âgées ou qui sont moins sportives. Donc, on a un potentiel de développement qui est assez intéressant. Et ce qui est intéressant sur le vélo assistance électrique, c'est que les personnes qui utilisent aujourd'hui ces vélos étaient à 70% des automobilistes hier. Donc, c'est vraiment un phénomène de report modal qu'on a, et pas de report du vélo musculaire vers le vélo électrique. D'accord. Et ça permet aussi de circuler dans des zones qui sont très vallonnées, par exemple, sans arriver à son rendez-vous, en sueur. Effectivement, ça permet de s'adapter à toutes les topographies, et c'est important dans notre région, parce qu'on a
même sur le littoral, les collectivités, enfin les communes du littoral ont des topographies avec des variations très fortes et effectivement, ça permet d'adoucir en fait les montées, les descentes. Ce qui est intéressant, c'est aussi que l'usage du vélo électrique, on garde l'effet activité physique qui est très important en termes sanitaires dans le vélo. Parce qu'en fait, les gens qui utilisent les vélos assistance électrique font des plus grandes distances. Donc, même s'ils sont aidés, ils font le même, finalement, les études ont montré qu'ils faisaient le même niveau d'activité physique qu'un vélo musculaire classique. Intéressant comme donnée. Alors, cet été, Marine, le CEREMA s'est lancé au niveau national dans un programme afin de développer la logistique urbaine. En quoi cela consiste-t-il ? Donc, le ministère, d'une manière générale, s'est emparé de ce sujet de la logistique de façon très forte. Encore cette semaine, il y a eu le premier comité interministériel de la logistique qui a rappelé le nombre de mesures. Il y a 16 mesures qui ont été mises en place pour justement accompagner tout ce qu'on a dit sur l'évolution du sujet des marchandises, de la logistique. Et l'une des mesures consiste à déployer une stratégie de logistique urbaine durable au plus près des acteurs locaux. Donc, le CEREMA est impliqué dans un programme qui s'appelle Interlude, Innovation territoriale et logistique urbaine durable. Et l'objectif, c'est d'accompagner localement les territoires, que ce soit des métropoles, des communautés d'agglomération, des petites villes, pour mettre en place des chartes urbaines logistiques durables. Et ces chartes, c'est vraiment l'idée de mettre en place des actions concrètes en lien avec tous les acteurs qui sont concernés. Un des points clés de ce programme, c'est la concertation, c'est les échanges entre les acteurs publics et les acteurs privés pour mettre en place des actions qui permettent de gérer au mieux ces questions de logistique. On a parlé du e-commerce, ça peut avoir des conséquences, une baisse peut-être d'activité, mais ça en a aussi une autre, c'est que du coup, la livraison reste toujours d'actualité et elle va même s'intensifier. Donc, on voit bien qu'en termes de logistique, il y a plein de sujets qui sont encore à régler et donc à voir comment l'accompagner pour être le plus durable possible, pour éviter les multi-trajets qui sont très polluants. Donc, comment organiser tout ça et comment mettre tous les acteurs autour de la table. Et si les personnes qui assistent sont intéressées par tous ces programmes, tout est disponible sur le site internet du CEREMA. Donc pour ce programme-là spécifiquement, il suffit de taper Interlude et on est là pour accompagner les collectivités qui veulent travailler sur le sujet, donc ils n'hésitent pas à nous contacter. Merci beaucoup Marine Milot. Merci à vous tous, à tous les intervenants. Nous allons voir du côté d'Émilie Aubert pour savoir s'il y a des réactions et des questions. Émilie. Oui, merci Nathalie. Alors, j'invite peut-être tous les participants à lire la conversation sur le groupe, très intéressante sur les coûts du transport en commun, de l'usage de la voiture, sur l'usage du vélo, donc très très intéressant. Peut-être juste une question, Marine. D'où viennent les chiffres de plus 30% d'usage du vélo à Marseille, s'il vous plaît? Question de Vincent Meyer de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Oui, donc ça, ça a été relayé par les associations de cyclistes, notamment l'association Ramdam, et sinon, le suivi des chiffres est fait par Vélo et Territoire, qui recueille toutes les données que les collectivités peuvent fournir. Je peux amener un petit complément, puisqu'on a travaillé avec les associations et on avait effectivement fait une petite synthèse de ça. Le collectif Vélo en Vie, donc à Marseille, fait des comptages réguliers sur quelques points de voirie. Et effectivement, on a bien quelque chose comme 30%, qui est en gros la tendance nationale de vélo et territoire, comme vient de le dire Marine Millot. Alors, c'est quelques points de comptage, donc voilà, mais c'est déjà significatif. Et ça s'inscrit dans plusieurs années de hausse de l'ordre d'une dizaine de pourcents par an de la fréquentation du vélo. Donc là, je parle bien de Marseille, qui sont aussi grosso modo les tendances qu'on a depuis 2-3 ans en vélo urbain. Voilà. Donc peut-être que ça va surprendre certains, mais à Marseille, on est dans les tendances de croissance nationale du vélo depuis quelques années. Émilie, est-ce qu'on a d'autres questions?
Ah, Émilie est au téléphone. Moi, j'en avais une auprès de tous les intervenants. Avec la crise, on assiste donc à une prise de conscience d'accélérer en matière de transition énergétique et numérique. Or, les ressources sont de plus en plus contraintes. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer une nouvelle fiscalité? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, je peux peut-être Emmanuel Champeau, Totem Mobile. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je trouve qu'il y a une initiative, je regarde toujours de très près. Alors, bon, moi je suis dans l'autopartage avec Totem, les petites voitures électriques là, qui sont à Marseille. Je voudrais citer une initiative que j'ai trouvée géniale qui a été faite à Madrid. La prime à la conversion, vous savez, à l'abandon de la voiture d'occasion, qui est en France uniquement donnée si vous achetez une voiture neuve. Eh bien, à Madrid, cette prime, elle est convertie en crédit à utiliser sur tous les opérateurs d'autopartage de la ville. Ah, c'est intéressant. Voilà, donc ça veut dire que, parce que quand vous avez 2 500, 3 000 euros à utiliser en autopartage, alors bon, à Madrid, il y a 3 ou 4 opérateurs d'autopartage, mais j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Voilà. Et effectivement, quand on parle de fiscalité, on voit bien que bon, le bâton, ça fonctionne, mais la carotte est quand même très, très, très efficace, quoi. La question du bonus-malus qui a été fait sur le changement de type de motorisation et autre exemple à Madrid, les voitures en autopartage peuvent utiliser les couloirs de bus. Ce qui fait qu'un Madrilène sur 2 est inscrit à un service d'autopartage. Voilà. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ajouterais… Oui, Pardon, Vincent? Emmanuel. Non, allez-y. J'ajouterais que c'est un piège extrêmement dangereux pour les transports collectifs que de ne s'asseoir que sur la fiscalité, pour 2 raisons. La première, ça veut dire qu'il n'y a plus de recettes, et donc on change par beaucoup de sujets on va dire le statut du transport collectif, juridique, fiscal, quoi, plein de choses de ce type-là. Et puis deuxièmement, ça veut dire qu'on assujettit la capacité à accroître l'offre, le service, à une recette fiscale. Actuellement, le versement transport est relativement dynamique, mobilité est relativement dynamique. Je ne suis pas certain que le patronat voit d'un bon œil cette fiscalité liée à la masse salariale. Voilà, c'est souvent partie des celles qui sont un peu décriées. Et puis voilà, si un jour les conditions de perception, le plafond, les planchers, quoi, tout ce qu'on veut, ça a déjà été le cas il n'y a pas longtemps, hein, sur exclure les petites entreprises de versement mobilité. En gros, ça veut dire on fait dépendre de la politique de mobilité d'arbitrages fiscaux de Bercy. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et puis enfin, ça veut dire qu'on est gratuit. Voilà. Et il faut assumer qu'on fasse de la gratuité pour tout le monde. Je comprends tout à fait que l'UTP ne soit pas très chaude sur le sujet. Je partage d'ailleurs leur frilosité ou leur crainte. Mais voilà, si on commence à dire il n'y a pas d'argent, on augmente les taxes, on rentre dans un piège, à mon avis, hein, et qui est extrêmement dangereux pour les transports en commun. Donc un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il y ait un débat collectif sur les recettes, les tarifs, voire même, il y a plein d'options pour discuter de ça, mais en France, manifestement, c'est un tabou absolu de parler de recettes des transports en commun. On y répond par la fiscalité, quelle que soit la manière, et à mon avis, c'est un piège, et un piège qui est extrêmement dangereux pour les transports collectifs. On entend parler de taxes GAFAM. Est-ce que c'est utopique? Est-ce qu'on pourrait imaginer une ponction, Vincent? C'est idiot. C'est idiot. Et pourquoi pas une taxe sur les carottes ou une taxe sur les transports collectifs? Il y a besoin d'avoir un rapport Les GAFAM gagnent plus d'argent que les producteurs de carottes. Oui, mais il n'y a aucun rapport avec la politique de mobilité. Et c'est extrêmement dangereux de s'asseoir sur une ressource fiscale indépendante de l'usage de la mobilité. On rentre dans une logique de fonctionnalisation ou d'étape de la mobilité. Et à chaque fois qu'on a fait ce genre de choses, où il y a une dissociation avec l'usager, on rentre dans une politique de rationnement. Et ma crainte, c'est qu'on rationne par manque de recettes et par assujettissement sur des recettes fiscales,
le potentiel de développement des transports collectifs. Et c'est extrêmement dangereux. Merci pour ce commentaire, Vincent Tinet. Ainsi s'achève notre première table ronde.